Donc, bonjour, chers invités, partenaires, représentants des médias. Je suis Sylvie Piché, directrice des communications et événements spéciaux pour la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Et en cette journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, je vous souhaite la bienvenue à ce tout premier point de presse de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Le point de presse va être diffusé aussi en direct sur Internet et sur notre page Facebook. J'aimerais aussi, au nom de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer, remercier la présence et la collaboration de nos intervenants aujourd'hui. Je profite aussi de cette occasion pour remercier la Faculté de médecine des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke, ainsi que le Centre de recherche sur le vieillissement du CIUS de l'Estrichus pour leur participation et leur appui. J'aimerais également souligner qu'en raison d'un imprévu, hors de son contrôle, Lise Lalande, directrice générale de la Société Alzheimer de Laval, ne pourra pas être ici aujourd'hui, telle qu'annoncée sur votre invitation. Mais elle a été remplacée par Mme Tonia Thibodeau, qui, elle, est directrice générale de la Société Alzheimer du Suroît. Alors, je salue Mme Thibodeau. Merci beaucoup pour avoir accepté notre invitation aussi rapidement. Sans plus tarder, débutons ce point de presse en cédant la parole au directeur général et chef de la direction de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer, M. Jean-François Lamarche. Merci Sylvie. Bonjour à tous. Simplement un rappel, la maladie d'Alzheimer touche 141 000 personnes au Québec. Si on ajoute les proches aidants, il y en a de 3 à 8, dépendant des cas. La maladie touche 400 à 500 000 personnes dont la vie bascule. Je m'excuse, au moment du diagnostic. En 2025, il y aura 250 000 personnes atteintes au Québec. C'est un véritable tsunami qui nous arrive dessus. Au Canada, 565 000 personnes sont atteintes actuellement et il y en aura près d'1 million en 2025. Actuellement, le coût pour le système de santé québécois est d'environ 1,2 à 1,5 milliard de dollars par année. 70 % des personnes atteintes sont des femmes et 70 % des personnes aidantes sont aussi des femmes. La Fédération parle au nom des 20 sociétés Alzheimer qui sont présentes partout au Québec. On couvre tout le territoire avec 46 points de service. Ces sociétés-là donnent un service essentiel de terrain, un service de première ligne, en donnant notamment de la stimulation, ce qu'on appelle stimulation répit, stimulation de la personne atteinte, ce qui donne pendant ce temps-là du répit aux proches aidants, à la maison, comme dans nos centres. Je vous le dis, c'est un service essentiel. On donne aussi des conseils, notamment comment naviguer dans le système de santé, et des groupes de soutien pour les proches aidants, et de la formation pour les professionnels de la santé. Et c'est parce qu'on est terrain que le professeur Bravo nous a demandé de la mettre en contact avec des proches aidants pour son étude. Et on était très contents de le faire et nos sociétés ont répondu avec enthousiasme. Vous le savez, le gouvernement du Québec a décidé de revoir la question de l'aide médicale à mourir, plus particulièrement la question des directives anticipées. Nous estimons que le processus annoncé par le Dr Barrette est un bon processus qui va permettre un débat serein et va permettre le temps d'aller chercher les opinions, les faits, etc. La Fédération ne prend pas position dans ce débat-là. Nos sociétés ne prennent pas position dans ce débat-là. Nous allons accompagner les personnes atteintes et les proches aidants jusqu'à la fin, quel que soit le cadre législatif. Par contre, dans ce débat, puisqu'il est ouvert, nous voulons que toutes les données soient sur la table. Nous voulons que toutes les opinions puissent s'exprimer et que des recherches, comme celle du professeur Bravo, permettent d'éclairer le débat. Il reste que, encore une fois, dans le cadre législatif actuel, ou quel qu'il soit, il faut se poser des questions sur ce qui existe maintenant, sur ce qui est offert maintenant. Le maintien et les soins à domicile, on croit que c'est une des clés pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de leurs proches aidants. Et d'ailleurs, nous faisons actuellement des représentations auprès du gouvernement dans ce sens-là.
La formation des professionnels de la santé doit être plus systématique. Les personnes atteintes ont des comportements déroutants en CHSLD et dans d'autres institutions qui les reçoivent. Il faut savoir comment travailler avec ces comportements-là. Et une dernière chose qu'on mentionne pas si souvent, les soins palliatifs. Il faut les améliorer, les rendre plus accessibles et certainement pouvoir étendre la durée de temps où les personnes peuvent y séjourner. Alors ça, ce sont des questions là, qui peuvent être travaillées maintenant. Et toute la réflexion sur l'aide médicale à mourir est importante, mais en parallèle, on peut travailler sur ces éléments-là. Je vous le répète, on n'est ni pour ni contre les directives anticipées, mais on veut que la qualité de vie des personnes atteintes et des proches aidants soit la meilleure possible et qu'on avance dans ce sens-là. Merci. Merci, M. Lamarche. J'invite maintenant professeur Gina Bravo, à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke et chercheuse au Centre de recherche sur le vieillissement du CIUS de l'Estrie-CHUS, à dévoiler en grande première les résultats du premier volet de son étude visant à savoir ce que pensent les proches aidants du Québec de l'idée d'étendre l'aide médicale à mourir aux personnes inaptes. Professeur Bravo. Merci Sylvie. Bonjour à tous. Merci de votre présence. Il me fait plaisir de vous présenter les résultats d'une étude que nous venons tout juste de compléter, qui était financée par la Société Alzheimer du Canada, qui a été menée auprès de un peu plus de 300 proches aidants du Québec et qui a été réalisée grâce à la collaboration donc, de la Fédération et de ses membres. Et je profite de l'occasion pour les remercier publiquement de cette collaboration et de l'invitation que vous m'avez lancée aujourd'hui. Quelques mots sur la maladie d'Alzheimer. Monsieur Lamarche vient juste de le mentionner. On estime qu'il y a environ 1 million de Canadiens qui seraient... vous n'entendez pas? Il y a environ 1 million de Canadiens qui seraient atteints qui pourraient être atteints de la maladie d'Alzheimer dans une quinzaine d'années environ. On considère que la qualité de vie est généralement bonne au début de la maladie, mais au fur et à mesure où elle progresse, certaines personnes vont développer des complications qui peuvent être graves. Sachant ça, toutes les personnes ne veulent pas vivre la maladie jusqu'au bout. Ces personnes ont relativement peu d'options. En fait, en début de maladie ou peu de temps après son diagnostic, la personne peut choisir de cesser de manger et de boire ou de tenter de se suicider. Vous comprendrez que ces deux options vont priver la personne d'un vraisemblablement un grand nombre d'années où la qualité de vie pourrait être bonne. Elle peut aussi décider de rédiger une directive anticipée, dans laquelle elle pourrait, par exemple, refuser toute intervention qui viserait à prolonger sa vie. Cependant, la personne peut ne jamais se retrouver dans une situation où des interventions pourraient être refusées et donc accélérer son décès. Elle peut refuser l'alimentation et l'hydratation par la bouche, donc dire si je suis rendu à un certain stade, je veux que vous arrêtez de me nourrir et de m'hydrater, au-delà du confort, bien sûr. La personne va décéder en 3-4 semaines, ça dépend des personnes. Une dernière option, demander l'aide médicale à mourir. Vous le savez, ce n'est pas, on peut la demander, mais on ne peut pas l'obtenir actuellement. La loi est limitée aux personnes qui sont aptes à la demander au moment de l'acte. Vous savez sans doute aussi que pendant les travaux de la commission Mourir dans la dignité, il en était question un peu. On en a discuté. Certaines personnes ont donné ou organisations ont donné leur point de vue sur la question, mais il a été décidé qu'on n'irait pas dans cette direction-là au Québec. Qu'il n'y avait pas un consensus social à cet effet et surtout qu'il n'y avait pas de données sur ce sujet-là. Et donc, nous, on a voulu contribuer au débat en apportant des données objectives sur le sujet, donc en essayant de connaître l'opinion de différents groupes de personnes concernées sur le sujet. Donc, c'est de cela que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, notre étude visait à déterminer ce que pensent différents groupes de personnes, donc, dont les proches aidants, dont on parle aujourd'hui, donc ce qu'elles pensent de l'idée d'étendre l'aide médicale à mourir aux personnes inaptes et chez celles qui sont plutôt favorables, sous quelles conditions. Donc, quelles sont les mesures de protection qu'elles trouvent essentielles. Nous avons procédé d'une façon assez classique. C'est une enquête postale qui a été faite à la grandeur du Québec, donc un moyen qui permet de rejoindre une population dispersée. Et on fonctionne avec de courtes descriptions d'un cas clinique, d'un cas fictif, mais vraisemblable, réaliste. Donc, je vous présente ce cas pour vous mettre un petit peu en contexte.
Donc, on présente la personne au début de sa maladie. On l'a appelée Madame Lamarche, comme monsieur. Elle a 75 ans, c'est une enseignante à la retraite. Elle a un diagnostic. Elle sait que la qualité de vie est assez bonne au début. Elle sait qu'il n'y a pas de traitement. Elle a accompagné sa mère, qui avait aussi cette maladie-là, jusqu'à son décès. Elle en discute avec sa famille, avec ses proches, et elle décide de rédiger une directive anticipée dans laquelle, d'une part, elle refuse tout traitement qui pourrait prolonger la vie, et elle demande l'aide médicale à mourir lorsqu'elle ne serait plus capable de reconnaître ses proches. Bien sûr, ce n'est pas légal actuellement, on s'entend. Ensuite, on fait évoluer la personne dans sa maladie. Donc, on est quelques années plus tard, on est au stade avancé. Elle a 81 ans, elle vit en centre d'hébergement, elle ne peut plus prendre soin d'elle-même, elle ne reconnaît plus ses proches ni les soignants, mais elle ne semble pas inconfortable. C'est un choix que nous avions fait. Et la famille demande donc que l'équipe soignante, que le médecin respecte les volontés que Mme Lamarche a exprimées il y a déjà un certain nombre d'années. Et alors, la question que l'on posait, êtes-vous favorable à l'idée que le gouvernement modifie sa loi actuelle pour permettre à un médecin d'administrer un médicament qui mettrait fin à la vie de Mme Lamarche en quelques minutes? Alors, vous voyez la réponse des proches aidants. Donc, je vous rappelle, je ne sais pas si ça fonctionne, pas vraiment, je vous rappelle qu'on est au stade avancé de la maladie. OK? Donc, vous voyez qu'il y a environ 68 % des participants qui étaient favorables à cette idée. En bleu, c'est quand on fait l'hypothèse que la demande a été faite par écrite, donc via une directive, par exemple, peu importe comment on l'appelle. Et vous voyez en vert qu'environ une personne sur deux était aussi favorable s'il n'y avait pas de directive écrite, mais seulement une demande qui a été faite oralement, répétée auprès des proches et du médecin. Donc, on voit l'effet de l'avoir demandé par écrit. Ça avait une certaine valeur auprès des répondants. On continue l'évolution de la personne. On est maintenant rendu au stade terminal que l'on a décrit en disant que le médecin estimait que la personne avait quelques semaines à vivre. Évidemment, son état s'est détérioré. Elle est alimentée à la cuillère et, chose importante, elle manifeste de la souffrance que l'équipe soignante n'arrive pas à contrôler. De nouveau, la famille demande que les volontés de Mme Lamarche soient respectées. Et on pose la même question. Êtes-vous favorable à ce que la loi soit modifiée dans ce contexte-ci où on est rendu au stade terminal de la maladie? Alors, vous voyez le bond dans le taux d'approbation. On est rendu à 81 %. 91 % des proches qui étaient favorables à l'idée, encore une fois, en présence d'une directive écrite, mais quand même 72 % qui l'étaient aussi si la demande avait été faite uniquement oralement. Donc, encore une fois, vous voyez l'effet de la directive le fait de le demander par écrit, même si ça fait longtemps. Fait intéressant, je pense, dans notre étude, on a demandé aux répondants, et si c'était de vous dont on parlait, et non d'une personne hypothétique que vous ne connaissez pas? Est-ce que vous-même, si vous aviez un diagnostic, vous demanderiez l'aide médicale à mourir par écrit? Et vous voyez que 77,5, 78 % des répondants ont dit « oui, moi je le demanderais ». Alors, à ces personnes, on demandait quelles conditions vous metteriez dans votre directive pour que votre directive soit éventuellement appliquée. Alors, on listait un ensemble de conditions. Il y avait un espace pour mettre ses propres conditions si elles n'étaient pas là. Ce que vous voyez, c'est que les conditions les plus souvent citées, c'est si j'ai des douleurs physiques, si j'ai une souffrance psychologique et si je ne suis plus capable de prendre soin de moi-même. Donc, mes besoins de base, je ne suis pas capable de m'en occuper. On voit l'importance que les aidants les proches aidants ont accordé à la présence de souffrance, en fait, pour aller de l'avant avec une telle demande, ce qui ressort aussi de notre étude. Remarquez qu'il y a juste à peu près 40 % des gens qui ont dit être en fin de vie ou s'il me restait juste quelques semaines à vivre. Donc, ce n'est pas la condition que les gens ont choisi d'abord, mais vraiment la présence de souffrance. Quelques éléments de discussion. D'une part, c'est la première étude au Canada qui a sondé les proches aidants, qui a un groupe important sondé, selon nous, compte tenu de leur vécu, de leur connaissance de cette maladie avec laquelle ils vivent au quotidien en prenant soin d'un proche. C'est la deuxième étude au niveau international. La première étude, la seule autre, vient des Pays-Bas, a été faite en 2006. Je pense que nos résultats montrent clairement qu'il y a un fort appui pour étendre l'aide médicale à mourir aux personnes inaptes,
sous certaines conditions, je les répète, si la personne est au stade terminal, si elle manifeste de la détresse et s'il y a une directive écrite. Il y a quand même une proportion significative qui était aussi à l'aise sans directive écrite. Ce qui est important de signaler, c'est que ce fort appui, on l'observe, quelles que soient les caractéristiques du répondant. Donc, quel que soit l'âge, le sexe, le niveau d'éducation, le niveau socio-économique, etc. Le seul facteur qui exerce une certaine influence, c'est l'importance de la religion. C'est un résultat qui confirme les résultats que d'autres ont obtenus avant nous. Cela dit, malgré ce fort appui, il faut se rappeler que c'est une situation très complexe, qu'il y a beaucoup d'éléments dont il faut tenir compte. Et je liste certains éléments ici qu'il ne faut pas perdre de vue. D'une part, le potentiel d'adaptation à la maladie. Il y a certaines évidences que certaines personnes s'adaptent à la maladie et que finalement, ce n'est pas si sombre ce qu'ils vivent ultérieurement que ce qu'ils pensaient initialement. Ce n'est pas tout le monde qui s'adapte à la maladie. L'impossibilité de confirmer le désir de mourir, contrairement à la loi actuelle qui exige que la personne soit apte. Donc, il peut dire, oui, c'est vraiment ce que je voulais, versus une directive qui a été écrite il y a bien longtemps. Manque d'accessibilité aux soins palliatifs. Il ne faut pas que l'aide médicale à mourir devienne une option pour pallier un manque de services. Il faut aussi s'occuper de la disponibilité de ce type de service, qui n'est pas pour tout le monde, par contre, mais il y en a qui souhaiteraient aller dans cette direction-là. Et bien sûr, les difficultés d'application d'une loi éventuelle selon nos critères, donc le stade terminal. C'est extrêmement difficile dans le contexte de la maladie d'Alzheimer de déterminer que la personne, il lui reste effectivement quelques semaines à vivre. La notion de souffrance, de quel type de souffrance on va parler, comment l'évaluer. On est capable actuellement, on a les outils pour évaluer la souffrance chez une personne qui n'est pas capable de communiquer. Est-ce que la décision devrait se prendre de façon consensuelle, par exemple, en impliquant la famille, le médecin, ou si juste l'opinion de la personne devrait suffire? On peut en débattre longtemps. Et enfin, faut-il rechercher un équilibre entre les intérêts actuels de la personne, qui maintenant n'est pas capable d'exprimer ses désirs, et les souhaits qu'elle a exprimés antérieurement. Et souvent, ça peut remonter à 5-10 ans et elle ne s'en souvient plus de ce qu'elle avait demandé à l'époque. Je termine avec quelques mots sur ce qu'il se passe dans d'autres pays. Vous êtes peut-être familier avec ce sujet. Donc, dans 3 pays seulement, on peut actuellement obtenir l'aide médicale à mourir via une directive anticipée, donc de le demander d'avance. Cependant, en Belgique et au Luxembourg, la personne doit être dans un état d'inconscience permanente ou dans un coma irréversible. Et donc, ce n'est pas la situation dont on parle ici. Ce n'est pas typique des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer qui vont se retrouver dans cette situation-là. Il y a un seul endroit au monde où on peut actuellement obtenir l'aide médicale à mourir via une directive anticipée. Ce sont les Pays-Bas. La loi aux Pays-Bas n'exige pas d'être en fin de vie. Au Québec, on a fait ce choix-là. Les Pays-Bas ne l'exigent pas, ni d'être inconscient, comme c'est le cas en Belgique et au Luxembourg. Les données les plus récentes qui sont disponibles en langue anglaise nous apprennent que 109 personnes ont obtenu aux Pays-Bas, on parle de 2015, l'euthanasie. 109 personnes qui avaient une démence, c'est le terme qu'on utilise en anglais, donc un trouble neurocognitif, et de celles-là, 4 seulement étaient inaptes. Donc, la majorité des gens qui avaient une démence l'ont obtenue en début de maladie. On pourrait discuter longuement de pourquoi ce chiffre-là est beaucoup plus grand que l'autre chiffre. Donc, seulement 4 cas de déclarés aux Pays-Bas qui ont obtenu l'euthanasie après avoir perdu la capacité de participer elle-même au processus de décision. Donc, vraisemblablement, si on se base sur ces données, on ne parle pas de beaucoup de personnes. En conclusion, si je résume l'essentiel de mes propos, je pense que notre étude montre clairement que la vaste majorité des proches aidants étaient ouverts, donc ceux qui ont participé à notre étude, étaient ouverts à l'idée que l'on étende l'aide médicale à mourir aux personnes inaptes, sous certaines conditions que j'ai énoncées tout à l'heure. Je suis convaincue que leur point de vue doit être pris en compte. Ils ont une connaissance particulière de la maladie, leur point de vue comme ceux d'autres groupes que nous avons aussi sondés dans notre étude. Néanmoins, je pense que les difficultés d'application et la complexité de la situation ne doit jamais être perdue de vue et on doit
tenir compte de ces difficultés dans toute réflexion entourant cette question extrêmement délicate. Merci. Merci, professeur Bravo. J'invite à présent Maître Jean-Pierre Ménard, avocat spécialisé en droit médical et particulièrement en responsabilité civile médicale et en psychiatrie légale dans la défense des usagers du système de santé de la firme Ménard Martin Avocat, à venir nous adresser quelques mots. Donc, bonjour tout le monde. Alors, d'abord, je tiens à remercier la Fédération québécoise des sociétés d'Alzheimer de m'avoir invité à venir faire une présentation sur cette recherche-là. J'ai bien pris soin de préciser à la Fédération l'angle avec lequel j'abordais ces choses-là, qui n'est pas un angle favorable, pas du tout. Mais dans le choix de la Fédération de susciter un débat là-dessus, je pense qu'on m'a donné carte blanche pour vous donner mon opinion par rapport à ça. C'est une recherche qui est importante parce qu'elle amène un éclairage, je pense qu'on n'avait peut-être pas jusqu'à maintenant. Elle amène un point de vue aussi important, celui des proches, des aidants naturels, des personnes atteintes de maladies d'Alzheimer. Dans ce sens-là, je pense que c'est une contribution utile et intéressante au débat de société. Par contre, attention. Moi, c'est-à-dire, je pense fermement que lorsqu'on a adopté la loi québécoise, c'était le même débat avec la loi fédérale aussi, on a fait certains choix. Puis ces choix-là, ils sont absolument fondamentaux dans notre société. On a décidé finalement que l'aide médicale à mourir, d'une part, ça reste un soin exceptionnel et ça reste un soin qui n'est accessible et qui ne doit être accessible qu'aux personnes qui sont en mesure de faire ce choix-là et de le faire jusqu'à la fin. On a voulu, dans ces lois-là, autant la fédérale que la provinciale, mettre des verrous pour s'assurer, puis vraiment s'assurer, parce que c'était un des enjeux de société importants, qu'aucune personne vulnérable ne serait exposée, ne risquerait de se faire imposer l'aide médicale à mourir sans qu'elle l'ait fermement demandé. On a défini la vulnérabilité des personnes non pas par leur maladie, mais par l'aptitude à consentir, on dit, et n'est pas une personne vulnérable, celle qui a sa capacité à consentir, est une personne vulnérable, celle qui, en raison de son état de santé physique ou mentale, n'est plus en mesure d'exprimer clairement sa volonté. On a tracé une ligne bien claire, ce que j'appellerais une ligne rouge. Et je pense qu'il est important que dans notre société, on ne la franchisse pas. On a voulu donner aux gens qui étaient capables de décider le droit de contrôler leur vie jusqu'à la fin. Mais on a assorti de protection particulière la situation de gens qui n'étaient pas en mesure de le faire. Le problème de la démence, c'est qu'effectivement, ça entraîne une évolution qui est progressive. Au départ, la personne a encore une bonne capacité cognitive, mais qui est parfois alors perturbée. Mais cette perturbation-là augmente au fur et à mesure que la maladie avance pour atteindre effectivement une déficience complète de capacité cognitive vers la fin, qui fait que la personne n'est plus apte à consentir, n'est plus apte à exprimer sa volonté. On a choisi dans notre société, donc, effectivement, donc, de faire une loi qui repose sur la capacité de la personne à faire ces choix-là. Puis quand la personne perd la capacité de faire ses choix, on a décidé comme société de ne pas ouvrir la porte à l'aide médicale à mourir. Pourquoi? Parce que ça ouvre la porte à toutes sortes d'autres difficultés. Alors, par exemple, là, je vais prendre le cas, entre autres, où je vais inclure le cas où les gens auraient fait une directive médicale anticipée ou pas, si les problèmes sont pas réglés pour autant parce qu'il y a une directive médicale anticipée. Quand il y a une directive médicale anticipée, ça, c'est un document. D'abord, ce qu'on appelle carrément actuellement les DMA, les directives médicales anticipées. La loi est claire. La personne peut exprimer à l'avance un refus ou un consentement à certains traitements, sauf qu'elle ne peut pas, par ce biais-là, demander l'aide médicale à mourir. Alors, même si on le met dans nos directives actuellement, ça n'a aucune portée, aucune valeur exécutoire, ça ne sera jamais exécuté. Parce que la loi a décidé qu'il faut que la personne soit apte en temps réel. Autrement dit, elle vit les souffrances intolérables, elle décide qu'elle ne veut plus, elle exprime sa volonté d'avoir l'aide médicale à mourir, et là, on va faire le processus, puis jusqu'au moment de lui donner l'injection, on va vérifier encore, voulez-vous toujours, effectivement, avoir l'aide médicale à mourir, puis si la personne ne veut pas, parfois on arrête tout, puis c'est tout. Dans les statistiques de captation des soins de fin de vie, il y a eu 2 personnes même qui ont refusé, qui ont changé d'idée au dernier moment aussi. Alors, on a voulu, parce que c'est un soin qui est tellement important, la question de l'aide médicale à mourir, un choix tellement important, on a voulu d'abord encadrer ça et laisser aux personnes le soin de décider jusqu'à la toute fin s'ils veulent ou pas.
Le problème des directives médicales anticipées puis des gens qui ont des pertes d'autonomie progressive, c'est que, d'abord, au moment où la directive médicale anticipée, au moment où la volonté anticipée est rédigée, personne ne peut savoir vraiment dans quel état est la personne. Est-ce qu'elle a fait ça sous pression? Est-ce qu'elle avait encore tout ça? Est-ce qu'elle comprenait ce qu'elle faisait? Elle n'était pas dans une situation médicale, évidemment, que je suis la demande aussi. Alors, il y a un problème important lors de la confection. Ça peut se régler parce qu'on pourrait, dans une loi, assujettir la confection d'une directive médicale anticipée qui prévoit ça à des formalités particulières pour en assurer la validité. L'autre difficulté, celle-là, elle est insoluble et personne n'a de solution nulle part pour ça, c'est quand vient le temps d'avoir l'aide médicale à mourir alors que la personne n'est plus capable d'exprimer sa volonté. À ce moment-là, la personne qui a un déficit cognitif important n'est plus capable de changer d'idée. On ne sait pas si, dans la vraie situation, elle aurait maintenu son idée ou elle ne l'aurait pas maintenue, ou si elle aurait préféré faire autre chose. Alors, le problème, c'est qu'on n'a aucun moyen de vérifier ces choses-là. On a préféré, comme société, de dire, bien, écoutez, vu qu'on ne peut pas savoir c'est quoi le choix réel de la personne, puis vu les conséquences de ce choix-là, on a décidé de ne pas ouvrir la porte à ça. Puis je pense que ça devient délicat d'ouvrir la porte parce que qui va décider et quand, à quel moment ça sera? On a mis dans la loi fédérale, entre autres, des conditions très strictes pour l'indépendance des gens qui signent comme témoins à la signature d'une demande d'aide médicale à mourir et tout ça. Mais là, si c'est un représentant, un proche par exemple, de la personne inapte qui décide que maintenant on va exécuter les volontés, comment s'assurer que ce proche-là n'est pas en conflit d'intérêt, n'est pas en conflit tout court avec la personne, n'a pas un intérêt autre, puis ça sera quand le moment? Alors, c'est clair qu'on expose des gens vulnérables aussi à des décisions qu'ils n'auraient peut-être pas voulu, qui ne sont pas nécessairement prises dans leur intérêt. Puis ça, je pense que c'est important. Moi, je pense que c'est un danger énorme pour la société d'ouvrir la porte à permettre l'aide médicale à mourir à des gens qui ne sont pas en état de le demander et de se défendre aussi. Je pense que ça irait un peu à l'encontre de toute la démarche qu'on a fait au niveau légal pour assurer la protection des personnes vulnérables. Puis je pense qu'il ne faut pas aller de ce côté-là. Vers où faut-il aller? Parce qu'un sondage de genre, c'est important. Ça traduit des choses importantes. Ça traduit l'épuisement des aidants naturels. Ça traduit les énormes difficultés que les proches ont à s'occuper d'une personne qui a des besoins importants. Puis ça traduit surtout les déficiences du système de santé à répondre à ces besoins-là. Ça, c'est majeur. Puis l'élément le plus important est là. On a des programmes de soins à domicile qui ne répondent pas du tout aux besoins des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer. Les programmes de soins à domicile, c'est du mur à mur pour un certain degré de besoin et c'est tout. Mais ça répond faiblement aux besoins des personnes. Au niveau de l'intensité, au niveau de la qualité, puis au niveau de la spécialisation aussi, il faut absolument qu'on revoie ça. Même chose au niveau des soins palliatifs. On n'a pas de programme sérieux de soins palliatifs qui existe pour les gens atteints de maladie d'Alzheimer ou autre forme de démence. C'est quand on donne des soins palliatifs la dernière semaine de vie, là, on n'a pas gagné grand-chose, alors que c'est une maladie qui s'étend sur plusieurs années. Puis le besoin des personnes s'étend sur plusieurs années aussi. Alors, il faut qu'on repense carrément l'organisation des soins pour être capable de répondre aux besoins des proches qui ont besoin de support, de répit, d'accompagnement, pour être capable de garder la personne. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on donne une très petite quantité de soins à domicile qui ne répond pas aux besoins, ce qui épuise plus vite les aidants naturels, ce qui rend plus vite admissible à l'hébergement, et on a diminué les ressources d'hébergement pour ces personnes-là. Alors, donc, autant sur le plan quantitatif que qualitatif, alors c'est clair qu'on tourne en rond avec ça aussi. Puis en augmentant la pression sur les proches et les aidants naturels, c'est inévitable que les gens souhaitent ou qu'on ouvre la porte à ce genre de solution-là. Mais je pense que c'est une solution qui est dangereuse pour les personnes atteintes de maladies d'Alzheimer. C'est une solution qui ne répond pas à aucun besoin des personnes. Puis je pense que si on veut répondre aux préoccupations et à l'épuisement des proches, il faut aller vers d'autres processus. Je pense qu'il est important comme société qu'on garde le principe que l'aide médicale à mourir, c'est un avancement au niveau du droit à l'autonomie des personnes, mais il doit en aucun cas y avoir de processus qui pourrait exposer des gens vulnérables à se faire imposer un processus qu'ils n'auraient pas ultimement choisi. Alors, je vous remercie. Merci, Maître Ménard. J'invite maintenant la directrice générale de la Société Alzheimer du Suroît, Mme Tonia Thibodeau, à prendre la parole. Merci et bonjour. Nous constatons, moi, on m'a invité plus pour donner un point de vue un peu terrain
de ce qu'on voit dans nos sociétés Alzheimer régionales, surtout la nôtre, où je travaille, dans le Suroît. Et nous constatons des malaises parmi les familles que nous accompagnons par rapport à ce sujet. On trouve que c'est important. C'est une discussion qui mérite beaucoup de sagesse et de réflexion. Il faudra s'assurer que les conditions de l'ouverture de ces portes soient bien étudiées et qu'elles auront fait face à plusieurs débats, puisqu'avec toute solution à une problématique vient inévitablement aussi des risques. C'est difficile d'ouvrir ces portes-là, mais il va être encore plus dur de les fermer s'il faut. Pour la personne qui a peur de ce que pourrait lui réserver son avenir, on ne voudrait pas risquer de perdre des années de qualité. Pour la personne qui a peur d'être un fardeau pour sa famille, cette même famille pourrait faire face à des conflits difficiles face à la question de quand. Lorsque les membres d'une même famille accompagnent chacun à leur façon et à leur rythme la même personne, les points de vue varient et le quand pourrait devenir un débat déchirant et même un nouveau fardeau pour la personne qui porte le mandat. Pour les personnes qui ne peuvent mandater un membre de la famille, la question est encore plus troublante puisqu'elle devra se reposer sur l'État. C'est très clair pour nous que la réalité de la personne évolue avec la progression de sa maladie. Comment allons-nous faire face et comment allons-nous valider la volonté actuelle d'une personne dans le contexte de cette nouvelle réalité qu'elle vit? De plus, la personne inapte ne pourra pas exercer son droit de retirer sa demande. Alors, c'est un peu les inquiétudes. Et face à l'inaptitude, il ne faudra pas que l'importance de se mobiliser avec toute notre patience et toutes les ressources nécessaires pour adresser la souffrance, qu'elle soit physique ou émotionnelle, soit remplacée par la mobilisation hâtive d'une directive. Nous en voyons des moments de souffrance, mais nous voyons aussi de la non-souffrance, de la paix et même beaucoup de bonheur. C'est sur ces moments de qualité que nous misons nos efforts à la Société Alzheimer. Pour en arriver à des moments de qualité à tous les jours, il faudra consacrer plus d'efforts à la valorisation de la personne atteinte d'un trouble neurocognitif à tout stade de son parcours. Il faut offrir plus de soutien et d'aide aux personnes qui accompagnent, incluant des services pour que les gens puissent vivre à domicile le plus longtemps possible. Et il faudra continuer à se mobiliser pour offrir des milieux de vie vivants et adaptés, ainsi qu'une compréhension du besoin d'encadrement palliatif pour toutes les personnes, peu importe leur état cognitif. Merci. Merci, Mme Thibodeau. Nous avons également le grand plaisir, de vous présenter une jeune adulte de 21 ans, étudiante et ex-proche aidante de son père Guy, qui était atteint de la maladie d'Alzheimer et elle est malheureusement décédée en mai dernier. Et elle va nous livrer son touchant témoignage. Accueillons Mme Sabrina Lacoste. Bonjour, mon nom est Sabrina Lacoste, j'ai 21 ans. Je suis une ex-proche aidante de mon père Guy Lacoste, qui a été atteint de la maladie d'Alzheimer ainsi que d'un cancer durant plus de 4 ans. Donc, à l'âge de 16 ans, je suis devenue proche aidante. Le diagnostic de mon père m'a appris que rapidement, la vie peut changer de direction. Du jour au lendemain, je suis devenue pour mon père un parent, il est devenu mon enfant. Pour garder mon père à la maison, le CLSC ne nous accordait que 3 heures de répit par semaine, ce qui était très peu. Nous avons vite remarqué le manque de ressources dans le système. Nous avons donc remarqué que le manque de ressources dans le système de la santé était flagrant. Mon père et ma mère avaient 22 ans de différence. Ma mère travaillait à temps plein. Je suis donc devenue son infirmière personnelle. Je m'occupais de lui tout en continuant mes dernières années à l'école secondaire. Je l'aidais à effectuer ses tâches quotidiennes, prendre sa douche, s'habiller en l'absence de ma mère. On m'a appris que mon père allait être placé en CHSLD, ce fut un deuxième choc, car on entend souvent des histoires d'horreur venant de ces endroits. Pour ma part, j'ai dû mettre une session de cégep de côté à cause de mon épuisement. J'avais déjà 3 années d'épuisement en poche. J'ai éclaté. Ma mère, de son côté, a fait une grave dépression en raison des lourdes responsabilités, du stress et du travail. Je me rappelle qu'à un moment donné, mon père devait aller passer un test à l'hôpital. Le CHSLD nous a contactés pour qu'on puisse l'accompagner car personne ne pouvait se permettre d'aller avec lui en raison du personnel réduit. C'était soit moi, soit ma mère qui devait l'accompagner.
Une fois rendu à l'hôpital, mon père souffrait dans la salle d'attente. Il a eu une diarrhée et personne ne voulait m'aider. On me dirigeait d'un bord et de l'autre. On me disait de se rendre à l'urgence. J'arrive à l'urgence, puis on me demande d'aller le nettoyer car il ne pouvait pas passer au triage en étant plein de caca. Désolé du terme. Je me suis mis à crier après le personnel, ce que je fais jamais. La seule chose que le personnel a su me répondre, c'est qu'il n'avait pas le temps de laver suite aux coupures de personnel. Vous croyez que mon père était confortable dans cette situation? C'était humiliant. Pour ma part, je suis étudiante au Collège Gentic en technique de radio-oncologie. Durant nos cours, nous parlons quotidiennement du sujet des soins palliatifs. Puis évidemment, le sujet de l'aide médicale à mourir suit. Pour nous, les jeunes adultes, c'est un grand questionnement pour le futur. Pourquoi je choisirais l'aide médicale à mourir si j'avais la maladie d'Alzheimer? Pas seulement en raison du fait que j'ai vu mon père souffrir et que je ne veux pas vivre cette souffrance, mais aussi en raison des problèmes actuels que j'ai pu moi-même constater dans le système de la santé en matière de manque de soins efficaces, de manque de durée des soins palliatifs, mais aussi du fait qu'il semble y avoir un manque d'humanité dans les soins. Au fil des années, je voyais l'état de mon père se détériorer. Je ne vous cacherai pas que pendant les premières années, j'évitais de voir le futur. De plus en plus, je me disais que c'était inhumain de le voir dans cet état. Même si on ne veut pas voir nos proches nous quitter, je me disais que s'il y avait une façon de mettre fin à sa vie du jour au lendemain, je le ferais. J'adorais passer du temps avec lui, car malgré la maladie, j'étais la seule qui était capable de le faire sourire. Chaque fois qu'il me voyait, son état changeait pour le mieux. Il devenait souriant et il ne me lâchait plus du regard. C'est durant ces moments-là que je me disais que tout allait bien, mais j'avais tort. De jour en jour, son état se détériorait, mais on devait continuer à le soutenir sans lui montrer notre inquiétude et notre peine. Si j'avais pu avoir recours à l'aide médicale à mourir, j'aurais dit oui sans hésiter. Pas simplement pour nous, mais je l'aurais fait pour mon père. Jamais il n'aurait voulu se voir en cet état, comme personne d'autre d'ailleurs. Tout d'un coup, les souvenirs s'effacent et on oublie petit à petit tout ce qui nous a été appris au cours de notre vie. Pour conclure, j'espère de tout cœur que notre gouvernement et notre société vont aborder ces problèmes sérieusement. Sinon, malheureusement, on assistera encore à plus de cas dramatiques au Québec, tels que celui de M. Cadotte et de Mme Lisotte. Merci de votre écoute. Merci beaucoup, Mme Lacoste. Alors, ceci complète la période des allocutions. On va maintenant passer à la période de questions avec nos intervenants. Donc, je vous demanderai, vous connaissez un petit peu comment ça fonctionne, mais je vous demanderai, lorsque vous avez une question, de bien vouloir faire signe à ma collègue, Essatou, qui est en arrière, qui a le micro, qui va venir vous le porter. Et puis, aussi de mentionner votre nom et le nom de votre média et de l'organisation et préciser à qui vous adressez votre question. Alors, on débute la période de questions. Oui, Madame Kovacs? Oui, le téléphone de Radio-Canada. Moi, je regarde ici, la question s'adresse à Madame Bravo. Vous parlez de 306 proches aidants et vous dites que c'est une majorité qui sont finalement favorables. J'ai beaucoup de questionnements par rapport à votre chiffre de 306. 306 sur combien de proches aidants? C'est pas la question pertinente. En fait, quand on fait une étude, on travaille avec des échantillons. Et c'est une méthodologie tout à fait reconnue. Dans notre étude, on avait estimé qu'on devait recruter 500, qu'on devait solliciter 500 personnes, en fait. Le taux de participation est de 69 %, ce qui est un taux très élevé pour ce type d'étude. On a aussi, je ne l'ai pas mentionné, aux non-participants, on envoie un questionnaire beaucoup plus court que celui qu'on a utilisé dans l'enquête pour essayer de voir est-ce que ceux qui n'ont pas participé avaient un point de vue avaient un point de vue différent. Puis en fait, ceux qui n'ont pas participé à l'enquête, qui ont retourné le petit questionnaire, avaient le même point de vue sur la question. Mais vous parlez d'une vaste majorité, c'est ça que je questionne. C'est la vaste majorité des personnes qui ont répondu au questionnaire, 91 % des personnes qui participent à l'enquête. Avez-vous une idée du nombre de proches aidants au Québec pour dire que c'est une vaste majorité qui sont en faveur? C'est pas comme ça qu'on fait des études, madame. C'est à partir d'échantillons qui sont choisis aléatoirement. Et à partir de ce qu'on observe dans une étude, on généralise, on a des méthodes pour faire ça, et on peut conclure que la vaste majorité qui sont représentées par les participants ont cette opinion-là. Moi, je suis tout à fait à l'aise avec ça. Est-ce que vous ne faites pas, deuxième question et j'arrête, le jeu finalement du ministère de la Santé, parce que ça a été souligné ici, que le problème, ce n'est pas tant les proches aidants que le manque de ressources
au ministère de la Santé. Quand on a entendu M. Barrette hier nous dire qu'il fallait qu'il embauche 600 personnes pour donner un deuxième bain, on a un sérieux problème et que le personnel n'est pas disponible. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que je l'ai signalé aussi dans mes dernières diapositives. Il ne faut pas que l'option comme l'aide médicale à mourir soit discutée comme un substitut à un manque de service, c'est bien entendu. Et c'est la même discussion qui a précédé la loi actuelle. En fait, on a tenu le même discours. Il ne faut pas que les gens qui sont atteints de cancer, par exemple, qui sont essentiellement ceux qui demandent l'aide médicale à mourir actuellement, le fassent parce qu'ils n'ont pas les soins dont ils ont besoin. On s'entend là-dessus. Il y a des personnes que c'est ce qu'elles souhaitent. C'est ça la question qu'il faut se poser. Combien de sondages quand vous êtes un sondage? Vous avez sondé avec combien de personnes? C'est une méthodologie qui est bien reconnue. Je n'ai pas de problème avec ça. Lia Lévesque de la Presse canadienne. Pour Maître Ménard, justement, la question m'est venue après avoir entendu Sabrina. Qu'est-ce que vous faites des gens qui ont deux maladies, comme le cancer et l'Alzheimer, comme son père, parce que ça doit être assez fréquent chez les gens d'un certain âge d'avoir deux maladies concomitantes? Ils peuvent consentir et non? C'est que même si c'est le cancer, s'il n'est pas en mesure de consentir, de demander l'aide médicale à mourir jusqu'à la fin de changer d'idée. Dans la loi actuelle, il n'y a pas d'ouverture à ça. Écoutez, ce qui arrive, c'est que, regardez bien, quand on regarde ça de façon un petit peu plus approfondie, on peut voir une infinité de cas de figure. On pourrait dire, bien, ce cas-là, peut-être que oui. Celui-là, sûrement que oui. Celui-là, peut-être que non. Celui-là, sûrement que non. Mais le problème, c'est que quand on adopte une loi, il faut que la loi elle trace une ligne quelque part qui va s'appliquer à tout le monde. On ne peut pas faire une loi qui permet un découpage sur mesure de toutes ces situations-là qui sont extrêmement complexes. On a décidé, on a choisi, parce que dans le débat sur l'adoption de la loi, c'était le même débat au fédéral qu'au provincial, il y avait, de la part des opposants, toute la question de la protection des personnes vulnérables. Bon. Et puis écoutez, c'est un débat de fond, puis je pense que c'est important. Moi, j'ai passé ma vie à défendre à la fois l'autonomie des personnes. C'est pour ça qu'on est en cours actuellement pour contester la loi fédérale, parce qu'elle porte atteinte au droit à l'autonomie de deux personnes qui y avaient droit selon l'édition de la Cour suprême. Mais de l'autre côté, j'ai passé aussi toute ma vie à défendre les droits des gens, à assurer la protection des personnes vulnérables, déficients intellectuels, patients psychiatriques, personnes âgées. Et il y a une ligne qui est très cohérente entre les personnes autonomes et les gens qui ne le sont pas. On a choisi comme critère, pour les distinguer, tracer la ligne, d'être apte à consentir ou pas, donc d'être capable de faire des choix ou pas. On a décidé que quand vous n'avez pas la capacité de faire un choix, pas bon, c'est notre choix, mais quand vous n'avez pas la capacité de faire le choix, on a décidé d'une part que vous ne pourriez pas le faire, pour vous protéger, puis aussi que les proches ne pourraient pas le faire pour vous dans un contexte où c'est difficile de vérifier le respect de l'intégrité absolue de la personne. Il y a plein d'autres facteurs. Alors, on a choisi des critères qui sont peut-être pas idéaux, il y aura toujours des gens qui ne pourront pas avoir accès à pour n'importe quelle raison. On a tracé une ligne. La ligne, c'est la ligne de l'aptitude jusqu'à la fin. Puis, moi, j'ai vu des cas où c'est parce qu'on fait plusieurs histoires avec l'aide médicale à mourir actuellement, où des gens, par exemple, qui sont aptes, qui sont évalués, parfait, puis à cause du délai entre les deux évaluations, les gens, par exemple, augmentent la médication, ne sont plus aptes, on perd l'accès à l'aide médicale à mourir. Alors, c'est allé jusque-là. On peut avoir beaucoup, beaucoup de sympathie pour les gens qui vivent ce que Sabrina a vécu. Puis je pense qu'on ne peut qu'avoir le plus grand respect, la plus grande admiration pour les gens qui font ça jusqu'à la fin. Mais ce que ça pose comme risque pour les gens vulnérables, puis pas juste pour les gens qui ont Alzheimer, pour n'importe quelle population vulnérable, c'est un risque qui est trop lourd pour que la société prenne la chance de dire on va le gérer. C'est un risque actuellement aucune société dans le monde n'a trouvé de façon correcte de gérer. Peut-être qu'on trouvera d'autres solutions dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, mais pour le moment, on n'a pas trouvé encore ces solutions-là. Puis c'est pour ça que je pense qu'il est mieux. On est mieux actuellement, là, c'est la règle, le principe de précaution. On a tracé une ligne. Cette ligne-là, jusqu'à nouvel ordre, il faut la garder aussi. Parce qu'il faut voir pourquoi aussi il y a tant de gens dans les proches qui demandent de l'aide médicale à mourir. On souligne l'épuisement, l'isolement, l'insuffisance des ressources. Puis ça, c'est un problème que la société peut mieux traiter, mieux répondre. Annie Hudon-Frisseau de Radio-Canada. Sabrina, une question pour vous. Donc, vous dites que vous êtes en faveur de ces directives au préalable.
Qu'est-ce que ça aurait changé si vous aviez eu plus de soins, si vous aviez eu du support, justement, par c'est rapport à ça. votre position là, sur l'aide médicale à Montréal? Dans le fond, c'est sûr que si on avait eu plus de support pour mon père, dans le fond, s'il avait pu être placé plus tôt en CHSLD, c'est sûr qu'il y aurait eu moins un choc pour lui et pour nous. C'est sûr que ça l'aurait peut-être aidé à se dégrader moins vite. Puis il y aurait eu plus de support et nous, on aurait eu plus de temps pour respirer de notre bord. Parce que c'est sûr que lorsqu'il est placé en CHSLD, nous, on se frotte pas les mains et dire « Ah, c'est fini, tout est fini, on peut s'en occuper. » Il faut quand même se battre pour certains droits. Puis si on aurait pu avoir recours à l'aide médicale à mourir, c'est sûr qu'on aurait essayé de que mon père souffre le moins possible, le moins longtemps possible aussi. Donc, votre position serait la même? Oui. Merci. Harold Gagné, TVA. Madame Bravo, j'aimerais revenir sur les Pays-Bas. Vous avez dit, entre autres, si c'est pas bien, dites-le moi, là, je vais me corriger. Il y a eu 109 personnes atteintes d'Alzheimer qui ont demandé l'aide médicale à mourir. Ça, c'est à venir jusqu'à maintenant. Pouvez-vous revenir sur ces chiffres-là? Et vous disiez qu'il y en a seulement 4 qui étaient inaptes, mais vous parliez uniquement d'Alzheimer, là, c'est ça? Oui, en fait, ce sont, comme je le disais, c'est assez fort, les données de 2015. Donc, Uniquement pour l'année 2015? Oui. En 2015, aux Pays-Bas, 109 personnes ont obtenu l'euthanasie. C'est comme ça que ça s'appelle là-bas, donc un peu l'équivalent de notre aide médicale à mourir. Des personnes qui étaient atteintes de démence, c'est le terme en anglais. Donc, OK, les 109 étaient atteintes de démence. C'est ça. La vaste majorité de ces personnes étaient au début de leur maladie. Okay. Donc, se sont privés d'un grand nombre d'années quand on regarde ça de l'extérieur. Dans ces 109, il y en avait juste 4 cas de personnes qui étaient inaptes. Donc, la maladie avait évolué et les personnes étaient rendues inaptes à participer elles-mêmes à la prise de décision. La vaste majorité des autres cas qui l'ont obtenu étaient en début de maladie et aptes à le dire, comme dit Maître Ménard, au moment de l'acte, oui, c'est bien ce que je souhaite. Pensez-vous que le modèle pourrait être répliqué ici ou s'il y a trop de risques aussi, comme le souligne Maître Ménard? Parce que là, on prend le modèle des Pays-Bas, on se dit, bon, finalement, il n'y en aura peut-être pas tant que ça, donc ça ne causera pas beaucoup de problèmes. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait répliquer ça au Québec? En fait, la loi aux Pays-Bas n'est pas parfaite non plus. Elle est critiquée, elle aussi. Une des raisons pour lesquelles il y a si peu de cas, les raisons qui sont invoquées, c'est que les médecins craignent de ne pas être capables de justifier l'un des critères, qui est la souffrance intolérable. Donc, l'un des critères pour avoir droit aux Pays-Bas, c'est et là, les gens se disent, bien, cette dame-là, est-ce qu'elle a une souffrance intolérable? On est parfaitement capable d'identifier la souffrance. Et la volet souffrance intolérable, qu'est-ce qu'on entend par là? Parce que la plupart des gens vont dire, la souffrance intolérable, c'est quelque chose de subjectif. Il y a juste moi qui peux dire si ma souffrance est intolérable. Or, cette personne-là, elle ne peut pas nous le dire. Elle est plus capable de s'exprimer à ce sujet-là. Donc, c'est une personne de l'extérieur qui observe la personne et qui dit, moi, je constate que cette personne souffre. La souffrance chez les personnes atteintes de maladies d'Alzheimer, il y en a. Ce n'est pas toutes les personnes qui souffrent. Il y en a qui souffrent et qui ne veulent pas cette souffrance-là. Donc, ce n'est pas un système parfait non plus. C'est le seul pays concernant les abus, ou les risques de dérive. Ce sont des inquiétudes tout à fait justifiées, dont il faut tenir compte, simplement pour dire que dans la littérature scientifique actuelle, il n'y a pas d'évidence que les groupes vulnérables sont plus à risque. Donc, ces études-là, elles sont faites. Elles ne viennent pas du Québec, bien entendu. Et elles viennent d'ailleurs. Elles viennent de pays où il y a des lois qui le permettent. Donc, on étudie, est-ce que les personnes âgées, est-ce que les pauvres, est-ce que les gens peu éduqués? En fait, les gens qui reçoivent l'aide médicale à mourir, c'est typiquement une personne éduquée, au contraire. Ce n'est pas une personne non éduquée. Donc, les gens se préoccupent de ça. C'est une réelle préoccupation. Il faut s'en préoccuper. Mais l'évidence, c'est qu'il n'y en a pas. Que ces craintes-là ne se sont pas actualisées après que les lois sont rentrées en vigueur. D'autres ont dit, puis c'est un discours aussi qu'on a entendu avant l'entrée en vigueur de la loi actuelle, c'est que d'avoir une loi offre une meilleure protection que de ne pas en avoir. J'aurais une dernière question pour Mme Thibault. Juste une question aussi, deux distinctions importantes entre la loi du Pays-Bas et celle du Québec. On a au Québec la notion de déclin. Il faut que la maladie ait généré un déclin avancé des capacités de la personne.
Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'au début de la maladie, l'Alzheimer, par exemple, ici, ça ne serait pas recevable. Puis, il y a la notion de fin de vie qui n'existe pas dans la loi de l'Antaise. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Puis aussi, les 4 cas en question, les 4 cas où on l'a permis, on n'a pas le détail. J'ai cherché à avoir le détail de ces cas-là pour voir est-ce qu'il y avait de la comorbidité, par exemple, un cancer en même temps ou des choses comme ça. Je n'ai pas trouvé l'information. Une dernière question pour Mme Thibodeau. Sur le terrain, vous, Oui. qu'est-ce qu'on vous dit? Là, on a le sondage, mais qu'est-ce qu'on vous dit sur le terrain? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous ressentez, non, on n'est pas pour ça, on aime mieux accompagner les gens, donnez-nous du soutien que de penser uniquement à l'aide médicale à mourir? Bien, je peux pas répondre pour l'ensemble de nos familles, mais ce qu'on constate, par exemple, et j'en ai discuté longuement avec mes collègues aussi avant de me présenter ici, ce qu'ils voient vraiment, eux qui offrent les services terrain plus que moi, c'est que c'est des discussions qui causent encore beaucoup de malaise. Les gens qui se prononcent le plus dans ces discussions-là, c'est des gens souvent qui ont déjà une bonne idée d'être pour. Les personnes qui sont contre ou qui ne sont pas sûres, ils ne sont pas à l'aise souvent avec ces discussions-là. Ils veulent passer peut-être à d'autres choses. On peut-tu parler de d'autres choses? Donc, c'est important qu'on en parle. C'est important qu'on entende tout le monde, pas juste un côté, mais qu'on entende de tout le monde. Et on constate qu'il y a beaucoup de malaise. C'est un sujet qui est assez touchy, comme on dit, là, qui provoque des sentiments, puis que pas tout le monde est prêt à aller là pour en parler tout de suite. C'est ce qu'on constate un petit peu. Bonjour, Dominique Camangoulet du Journal Métro. Monsieur Ménard, vous avez souligné le fait que ça traduisait peut-être un épuisement puis un manque de soins. Je voulais savoir, Madame Bravo, si dans votre étude ou dans les prochains pans, parce qu'on parle de résultats préliminaires, vous pensiez également sonder les gens sur leur perception du système de santé. Est-ce qu'il manque de soins? Est-ce qu'eux sont épuisés? Puis essayer de croiser ça là, avec les résultats qu'on a eus aujourd'hui. C'est à moi de vous poser la question. Oui. Non, en fait, notre étude ne portait pas là-dessus, en fait. Donc, il y en a qui peuvent avoir opté pour cette situation-là parce qu'elle reflète un manque de soins. Dans les commentaires que le questionnaire permettait de faire à la fin, ce qu'on lisait beaucoup, c'est des notions de qualité de vie. La qualité de vie n'est plus là. C'est un non-sens. C'était ce discours-là et beaucoup plus que le discours « on est épuisé, on n'en peut plus, on veut l'aide médicale à mourir pour ma mère ou pour mon père », par exemple. Ce n'est pas ce genre de commentaires-là que les gens ont fait, mais beaucoup des notions de « c'est un non-sens, la vie n'est plus là », ce genre de discours-là. Mais effectivement, notre étude ne portait pas sur les services reçus ou le manque de services reçus. Avoir ce genre de résultats-là pour les croiser, ça serait intéressant de savoir si les gens qui ont une perception mauvaise du système de santé, par exemple, sont plus favorables à un recours à l'aide médicale à mourir. Ce serait effectivement intéressant. Oui. Merci de la suggestion. Dr. Bravo, ce que j'aimerais savoir, à la suite de votre étude, votre conclusion, est-ce que vous recommandez que la loi à l'heure actuelle soit changée pour accepter ces directives? Non. Ce n'est pas ce que je fais, ce n'est pas mon rôle. Mon rôle comme chercheur est d'aller chercher des données le plus objectives possible en utilisant les méthodologies qui sont reconnues et de servir de véhicule à ce que pensent d'autres personnes qui sont concernées dans la société. C'est comme ça que je vois mon rôle. Donc aujourd'hui, nous avons dédié la journée aux proches aidants parce que c'est la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. Donc c'est une occasion pour leur donner une voix. Il y a des gens très occupés qui ont pris de leur temps pour répondre à notre questionnaire. Toutes ces personnes prenaient soin d'une personne qui était atteinte d'une maladie d'Alzheimer et beaucoup de gens nous ont remerciés aussi, toujours dans la partie commentaires, à la fin, que ça avait suscité chez eux une réflexion. Mais on n'est pas là pour voter pour ou contre ou pour influencer. On veut contribuer au débat. On pense que c'est important que les débats soient sereins, constructifs, que quand on amène un argument contre, par exemple, quand il y a des contre-arguments, on les apporte également. Donc, notre étude dit voici ce que pensent ces personnes et on aura, dans quelques semaines, voici ce que pensent les médecins. Et ça pourrait être très différent. Alors, on ne se mettra pas à opposer les points de vue. Il faut tenir compte de l'ensemble des données disponibles pour avoir un débat qui est utile. Est-ce que vous êtes surpris par les résultats? À ce que
apprendre avant? J'avais pas nécessairement d'idée préconçue. Comme je l'ai mentionné, c'est la première étude ici. Il y en avait une seule autre qui est aux Pays-Bas. Les données dataient de 2000. Elles ont été publiées en 2006. Et les taux de soutien sont les mêmes que les nôtres. Très étonnant, en fait. Il y a quand même 17 ans qui nous séparent. Évidemment, aux Pays-Bas, la loi est là depuis 2002. Donc, eux ont fait leur étude un peu avant que la loi le permette là-bas, sous certaines conditions, mais entre autres via... Et c'est très important, l'histoire des directives anticipées aux Pays-Bas, parce que la loi qu'ils ont adoptée était basée sur un très grand nombre d'années d'expérience avec cette pratique-là, qui n'était pas légale, mais dans les faits... tandis que d'avoir pris le premier critère qui disait il doit y avoir la souffrance intolérable, puis dire, bon, ben dans les faits, une directive anticipée pourrait agir à la place de l'expression de la personne qui le demande. C'est là que c'est contesté, parce qu'il n'y avait pas la même expérience, en fait. Et c'est extrêmement délicat. Je pense qu'il faut prendre notre temps et faire une bonne réflexion, mettre tout sur la table, tous les points de vue et les données scientifiques aussi. J'ai Charles Plourde de la radio de Radio-Canada. J'ai une petite question qui pense un peu plus loin dans le temps. Là, présentement, la majorité des gens, c'est des baby boomers qui s'occupent de leurs parents qui ont la maladie d'Alzheimer. Donc, plusieurs enfants, des familles assez grandes. Moi, la question que je vous pose, est-ce que vous réfléchissez, ou à tous ceux qui travaillent en lien avec l'Alzheimer, pensez-vous que dans 15 ans, lorsque ce sera les baby boomers qui vont commencer à être atteints par la maladie d'Alzheimer et qui se retrouveront, eux, avec 1 ou 2 enfants qui pourront les aider, avez-vous l'impression que dans peut-être 10, 15 ans, le questionnement sur l'aide médicale à mourir concernant les gens qui souffrent d'Alzheimer va aller plus rapidement? Est-ce que vous avez cette réflexion-là? Parce que c'est sûr que quelqu'un de 80 qui a l'Alzheimer, puis qui a 5 enfants, puis que les enfants s'alternent, la maladie ne progresse pas nécessairement de la même façon que 2 parents âgés de 80 avec un enfant unique qui, lui, est au sommet dans son travail, doit s'occuper de ses enfants, puis il se retrouve seul à s'occuper de ses parents qui souffrent d'Alzheimer. Avez-vous l'impression que ce questionnement-là sur l'aide médicale à mourir va réapparaître rapidement? Bien, je peux répondre, si vous voulez. Alors, comme mon collègue Jean-François Lamarche a mentionné au début, on attend un tsunami. Ça fait longtemps qu'on attend le tsunami de tous ces baby boomers-là qui vont arriver en même temps, qui vivent peut-être seuls, qui ont peu d'enfants et que leurs enfants sont sur le marché du travail. Les filles sont sur le marché du travail, sont devenues des femmes, ils ne sont pas à la maison et puis ça va être difficile de s'occuper de tous ces gens-là qui auraient besoin d'aide. On concentre énormément d'énergie sur la recherche pour vraiment aller trouver une cure pour ces maladies-là. Et entre-temps, moi, je pense que la personne principale qui est au centre de cette maladie-là, la personne atteinte, tout ce qu'on va axer sur le réseau, qui va être très hypothéqué quand même, doit mettre cette personne-là en premier, des soins centrés sur la personne. Et les dialogues qu'on a aujourd'hui devraient être semblables, malgré qu'ils seront plus nombreux. Il ne faudrait pas changer notre façon de voir les choses. Il faut vraiment que si on décide d'ouvrir des portes ou si on décide de ne pas en ouvrir, les soins centrés sur la personne d'aujourd'hui doivent être disponibles dans le futur. Je pense qu'il faut regarder aussi les modèles de soins qu'on a. Là, on a un modèle, je pense, qui ne répond pas bien aux besoins, à l'évolution de la situation, aux besoins des personnes. Il faut qu'on débatte de ça et qu'on regarde ça. On va devoir innover, trouver d'autres manières de donner des soins, d'autres manières d'organiser les services pour répondre à ça. Effectivement, parce que c'est un phénomène qui a déjà commencé sur l'effritement social, l'abandon des personnes, l'isolement. Ça existe déjà. Au niveau de la loi, on a élargi le bassin de personnes qui sont habilitées à s'occuper et à décider pour une personne qui est inapte. Il y a déjà des choses qui rendent ça beaucoup plus flexible, mais ça va être au niveau des modèles de soins qu'on va devoir vraiment là, reculer d'un pas et dire c'est ça la bonne approche, puis qu'on change d'approche pour soit améliorer l'intensité de soins, améliorer la sécurité des personnes. Il y a beaucoup de facteurs là-dedans. Parce qu'on le voit présentement, des gens qui se retrouvent seuls à s'occuper de leurs parents, souvent se retrouvent en arrêt de travail. Ils tombent eux-mêmes épuisés
parce qu'ils sont les seuls à aider leurs parents. C'est quand même un questionnement qui, peut-être dans 15 ans, va être plus présent. C'est une hypothèse. Non, mais il est déjà là. Une Fréchette de la première chaîne aussi, mais ça fait 25 ans, moi, j'en entends parler des problèmes de maintien de ces personnes-là à domicile, de soins à domicile. Puis là, il s'en vient un tsunami. On va trouver l'argent où? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi l'argent qui est en ligne de compte. Deux choses. D'abord, moi, ça fait 37 ans que je suis dans le monde de la santé, que je vois évoluer ça. Effectivement, on en parle, 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 et on en parle, et on en parle encore. Point. OK? On n'a pas remis en question. Écoutez, il y a des virages fondamentaux à faire dans le système de santé qui dépassent beaucoup même la condition des personnes atteintes d'Alzheimer, mais c'est un des groupes quand même il faut qu'on regarde en termes, je dirais, de perspective d'évolution du système de santé. Là. Ça va être une question qui va nous attraper de plein fouet si on continue encore à gérer ça à la petite vitesse comme on le fait actuellement. Là, il n'y a pas de vision globale, il n'y a pas de stratégie globale. Il n'y a pas de remise en question des processus de soins. Puis là-dedans, dans le processus actuel, les droits des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer sont, je vous dirais, ratatinés un peu partout parce qu'on n'a pas adapté le réseau à ces besoins-là. Puis on s'en va vers de grandes difficultés. On fait juste en parler. Puis en parler, puis en parler, puis en parler. Puis on ne règle pas, on n'a pas re-questionné ni les soins à domicile, ni le modèle de soins CHSLD. Puis est-ce que il y a moyen d'organiser plus de services de façon moins coûteuse? Dans le système de santé, on vit dans un système où l'argent ne manque pas, mais elle est mal répartie. C'est plus ça qu'il faut regarder. Et puis il faut se demander, est-ce que c'est parce que là, on vient d'avoir des coupures énormes sur les soins de longue durée, sur les soins à domicile depuis quelques années. On est encore en mode rattrapage, mais les besoins continuent à augmenter alors que les ressources ne sont pas suivies. Alors, on a aggravé, quant à moi, en partie l'état de la situation. Puis c'est clair qu'au niveau des droits des personnes, des services de qualité, des services continus, des services sécuritaires et tout ça, là, on a reculé un peu. On n'a pas progressé. Puis pour l'avenir, je pense qu'on a raison d'être extrêmement inquiet. C'est pour ça que la cloche que sonne la fédération ici, là, elle devrait résonner un peu partout. Il faut qu'on Très inquiet parce que vous êtes certain que ce n'est pas une question de richesse collective. Moi, je voyais que, justement, aux Pays-Bas, tout ça, il y a des services qui sont intéressants et qui sont payés par la sécurité publique. Ici, il se développe des choses dans le privé avec des coûts énormes pour les familles qui ont les moyens, celles qui n'ont pas les moyens. Vous êtes certain que ce n'est pas une question de richesse collective, qu'on ne parvient pas à offrir les soins à ces personnes? Le privé, là-dedans, ce n'est pas une solution non plus, absolument pas. On le voit, nous, par exemple, les résidences privées qui offrent des services pour personnes atteintes d'Alzheimer jusqu'à la fin. Ou à peu près aucune de ces résidences-là n'offre réellement les vraies ressources pour répondre aux besoins. On perçoit essentiellement le loyer à haut prix et les ressources sont pas au rendez-vous et le public se désengage. C'est pour ça qu'on a un débat de société à faire, là. Peut-être que c'est malheureux, là. Peut-être que en première ligne, ce sera d'abord le sort des personnes atteintes d'Alzheimer. Comment est-ce qu'on les traite comme société? Puis comment est-ce qu'on alloue les ressources? Comment est-ce qu'on organise les soins? Puis quel est le rôle de l'État là-dedans aussi pour pallier à la question que votre collègue soulevait, là, du désengagement des familles et tout ça? C'est clair, écoutez, c'est une question qui va devenir centrale dans les débats sociaux dans les années qui viennent. Simplement en complément, deux choses. Le maintien à domicile, ça coûte moins cher que l'institutionnalisation. Ça c'est clair. Je n'ai pas de chiffres précis à vous donner, mais c'est clair. C'est sûr qu'il y a une période d'ajustement entre le moment où on met l'emphase sur le maintien à domicile puis la situation actuelle. Alors, à un moment donné, on paye aux deux places, mais il y a un réajustement qui va se faire certainement si on prend ce qu'on devrait faire comme société, d'aller vers le maintien à domicile le plus possible. La deuxième chose, c'est la qualité de vie des personnes atteintes. Et là encore, je n'ai pas de données, d'ailleurs, ça serait une très belle étude pour professeur Bravo. Ce qu'on entend, c'est qu'une fois en institution, en CHSLD ou autre, le déclin des personnes atteintes s'accélère pour la simple raison qu'elles perdent leurs repères. Elles ont déjà de la misère à avoir des repères chez elles, mais il y en a un peu au fur et à mesure que la maladie avance. Mais là, une fois qu'on les change de place, ils n'ont plus de repères et là, ça décline très rapidement.
Donc, il y a un double avantage. Il y a un avantage financier au maintien à domicile et il y a un avantage de qualité de vie pour la personne atteinte. Alors, c'est le message qu'on veut passer. Il faut vraiment faire un virage vers le maintien à domicile. Merci beaucoup tout le monde. Alors, on doit compléter ce point de presse.